même dans les conditions d'un goulag. On rêve. Alors, dans mes rêves, j'ai vu des petits pains avec leur odeur. Voilà un peu les traces de ces camps qui témoignent qu'il y a de cela 60 ans, 70 ans, vivaient, travaillaient et mouraient des gens comme nous. C'est l'histoire d'un homme né en Pologne en 1921 et qui a dû refaire sa vie à Genève. Comme tous les Polonais, il a été profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale. Capturé par l'armée rouge lorsqu'elle occupa la Pologne, il a été expédié dans un camp au nord de l'URSS, dans l'univers du goulag. Ironie de l'histoire, afin de rentrer dans son pays, il a intégré l'armée polonaise qui se battait aux côtés des soviétiques pour participer à la libération de la Pologne. En libérant l'Allemagne du nazisme, il participera au démantèlement du camp de concentration d'Oranienburg. Je suis né à Varsovie, qui était la capitale à cette époque. Varsovie comptait 1 300 000 habitants. Et Varsovie était une des plus grandes capitales européennes. Avec la montée en puissance d'Hitler et de Staline, des nuages menaçants vont s'accumuler sur la Pologne. Quand j'étais adolescent, il y avait l'Union soviétique qui était pour nous un vrai mystère. Moi, que je n'étais pas influencé par la propagande communiste, je voulais savoir ce que ça signifie. Nous ne savions pas, par exemple, que les soviétiques ont liquidé les bureaux politiques polonais. Parce que les partis communistes polonais a été considéré comme les partis soi-disant truffés des espions, etc., mais il était trop indépendant pour Staline. En août 1939, une nouvelle ébranle les chancelleries. L'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte d'amitié. Un pacte qui comporte des clauses secrètes. Elles seront fatales à la Pologne. L'encre de ce traité n'est pas encore sèche qu'au mois de septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Les nazis viennent de l'ouest. Falkowski fuira donc à l'est. Ils ont bombardé, vous savez que c'était la première capitale européenne qui a été bombardée par l'aviation allemande de bombes d'une tonne. Des petites incendiaires, des grandes bombes, etc. The first German soldiers entering Warsaw. Tout de suite, ils ont commencé leur besogne. Tout le monde fuyait les nazis, les hordes hitlériennes, en avançant vers l'est. Mais jusqu'au 17, nous ne savions pas que l'est de la Pologne sera attaqué par les Russes. On ne le savait pas. Et cela est devenu un fait. Moi, mon idée était d'aller à Lvov pour faire mes études. Mais impossible même de penser, vous savez ce que c'est les conditions de la guerre. Non. Non. Heureusement pour vous. Alors, quand vous devez, parce que ça m'amuse maintenant quand je lis les articles, il y a des gens qui viennent sans papier, etc. Écoutez, mais qui pensait au papier? Moi, quand je suis arrivé à la ligne de démarcation, parce qu'il n'existait pas encore la frontière, mais il y avait une ligne de démarcation selon les clauses secrètes
entre les Russes et les Allemands, n'est-ce pas? Et nous voulions traverser, aller plus loin, et là, on s'est heurté à des soldats soviétiques. En mois de juin 1940, la police, la milice, est venue à notre porte frapper et on a demandé de se présenter immédiatement au poste de la milice. Alors, on était déjà sur nos comment est-ce qu'on dit? Garde. Alors, on s'est dit probablement il y aura des événements, peut-être on va nous arrêter. On a pris un minimum de choses, et comme c'était un jour très ensoleillé et très chaud, donc on n'a pas pensé à manteau de fourrure et autres affaires. On est allé au poste de la milice et on était immédiatement arrêtés. On nous a dit, vous êtes en état d'arrestation. On m'a accusé de vivre dans une zone interdite. Quand on était embarqué et transporté à la gare, et puis chargé dans des énormes wagons, alors on a compris qu'un grand voyage nous attend. On ne savait pas très bien où on allait. À un moment donné, on se rendait compte qu'on va vers le nord et vers des terres complètement inconnues. Qui a parmi nous entendu parler de la République de Komi? Écoutez, 30 jours de voyage avec les wagons, ensuite déchargés, on ne sait pas très bien où, et puis embarqués sur des grands bateaux, des bateaux aussi de marchandises probablement, et ça a été l'itinéraire ou les trajets les plus pénibles même que les wagons. Parce que dans les wagons, on pouvait respirer, on avait assez de l'air. Même à un moment donné, on commençait à avoir froid. Vous voyez, la nuit. Tandis que dans ces bateaux, pratiquement, on étouffait. On avait l'impression qu'on achemine des esclaves. On ne sait pas où. Et on se parlait entre nous, voilà comment les Noirs, les Nègres, n'est-ce pas, voyageaient en Amérique. C'était un trajet de l'enfer. Les gens restaient pendant des heures dans une queue pour pouvoir aller aux toilettes. Quelles toilettes? Les toilettes se trouvaient sur les ponts du bateau. Et là, entre deux soldats, leurs yeux bridés, parce que partout, ils mettaient, n'est-ce pas, comme des soldats pour nous garder, des gens des minorités. Vous voyez, comme ça, on pouvait leur raconter n'importe quoi, que nous sommes des anti-soviétiques, des calomnies, n'est-ce pas, fascistes, etc. Tous les adjectifs possibles, et comme ça, ils nous haïssaient. On nous a acheminés vers Komi. Moi-même, j'étais sélectionné à cause de mon jeune âge et de ma, bonne santé, n'est-ce pas,
envoyés travailler dans la mine. On appelait ça la mine du pétrole. Parce que le pétrole ne jaillissait pas, comme dans d'autres. Il était lourd et on remplissait des énormes bassins et piscines. Et il fallait travailler, n'est-ce pas? Je ne connaissais ni la langue à cette époque, ni les métiers. Et à peine on nous a donné quelques vêtements, mais malheureusement pas des bottes. Et ça, c'était très important parce qu'on attrapait tout de suite des varices qui nous rongeaient, n'est-ce pas, les jambes. C'était mon cas. Alors, c'était mon premier et le plus dur travail. Parce que vraiment, il fallait, on nous acheminait, disons, quelques centaines de mètres en bas, dans des ascenseurs pas très sûrs, et puis on suffoquait. Il faisait un froid, jusqu'à moins 30 degrés, il fallait aller travailler. Donc, c'était le travail. Le travail consistait à ne pas travailler, sinon vous étiez gelé. Comment pouvez-vous piocher, n'est-ce pas, la terre à moins 30 degrés? Impossible. Alors, on ne faisait rien, mais il fallait, même les soldats qui nous gardaient et qui étaient bien habillés, il était transi, n'est-ce pas, de froid, donc ils ne voulaient plus rien faire, n'est-ce pas, ils ne nous regardaient même pas. Pendant l'hiver, le jour s'élevait à 10 heures du matin. Donc jusqu'à 10 heures, on nous réveillait à 4 heures du matin. À 6 heures, on était devant la grande porte et on allait travailler. 10 heures, on travaillait 10 heures. Et à 2 heures, 2h30, la nuit tombait, d'un coup. Alors, pratiquement, on n'avait pas les jours, disons, normaux. On allait au travail et on revenait du travail en pleine nuit. Et les gens étaient tellement fatigués, et après des mois et des mois, qu'il fallait se tenir à la main. On faisait une chaîne, n'est-ce pas? Parce que les gens avaient, je ne sais pas comment on dit en français, cette maladie qui vient de la avitaminose, n'est-ce pas? Alors on ne voit pas, on devient un peu au crépuscule, on ne voit plus rien. Et à la tête de cette chaîne humaine, il y avait des gens comme moi, jeunes, assez forts, qui voyaient encore. Au mois de juin 1941, Falkowski a 20 ans. Il croupit dans l'univers du goulag. Hitler rompt son traité d'amitié avec Staline. Les troupes nazies foncent sur Moscou. Ce retournement complet a pour conséquence que l'URSS rejoint le camp des Alliés. Staline ordonne la libération des 150 000 prisonniers polonais. Falkowski est libéré. Et tout d'un coup, on parle que les Polonais vont être amnistiés. Alors personne ne voulait croire. Mon idée était d'aller au sud, puisque j'ai énormément souffert du froid. Alors je me suis dit, au moins, se réchauffer un peu dans les républiques du sud. Eh bien, on m'a regardé, on m'a dit, on va essayer de répondre à vos souhaits, et puis ils m'ont envoyé en Sibérie. C'était la règle que je ne connaissais pas encore, mais donc, avec un train, on nous a donné, je ne me souviens pas très bien, quelques provisions pour le voyage, et on a atterri près de la ville Omsk. Nous avons
pris une très bonne décision d'aller travailler dans un kolkhoz qu'on nous a dit prospère, c'est-à-dire que les dernières années, il y avait une bonne récolte, et comme les gens dans les kolkhozes sont payés en fonction de la récolte, à la fin donc de la période de notre travail, nous avons reçu comme salaire des sacs de grains de blé, ce qui était une fortune. Et c'est comme ça que je suis devenu un paysan, un moujik qui a travaillé dans un kolkhoz. En 1943, l'URSS est plus menacée que jamais par l'Allemagne nazie. Le Soviet suprême a donné son accord d'organiser une armée. Falkowski se fera enrôler afin de quitter le cœur de la Sibérie, espérant ainsi pouvoir rejoindre sa Pologne natale. On est allé 4 jeunes pour essayer, n'est-ce pas, de s'intégrer dans l'armée polonaise. Quand je passais le baptême de feu sous Lénino, n'est-ce pas, j'ai eu cette chance que notre régiment est entré dans la bataille au 2e jour, le 2e jour. Les premiers jours étaient très sanglants et les premiers régiments, et surtout le premier bataillon, a été presque entièrement anéanti. Ils ont lancé une unité d'aviation. Et nous n'avions pas, imaginez-vous, les ADCA pour combattre les avions. Donc on était vraiment... et avec le temps magnifique, c'était le 12 octobre 1943, un grand beau, le soleil, etc. Alors on était une cible préférée pour l'aviation. C'était des chasseurs qui descendaient presque à ras du sol. On se mettait parfois sur le dos pour voir, de toute manière, on était la cible, n'est-ce pas? J'ai pu vraiment voir de près ce qu'ils ont fait de Varsovie. Varsovie était un champ de ruines, non pas parce qu'il y avait 39 et les bombardements, non pas parce qu'il y avait l'insurrection de Varsovie en 1944. Elle est devenue champ de ruines parce que, à l'heure d'Hitler, chaque maison était dynamitée. À Varsovie, Falkowski ne découvrira que les ruines de sa maison. Toute sa famille a disparu, à jamais. Un bataillon armé jusqu'aux dents, probablement de SS, mais ce qu'on m'a dit après, n'est-ce pas, est sorti de la forêt et commençait à nous encercler. Alors moi-même, j'étais une centaine de mètres avant la bifurcation vers la droite. Je sautais immédiatement dans les fossés et je commençais à me retirer parce que le problème était de se retirer à temps et de ne pas laisser aux Allemands de nous encercler. Et à ce moment-là, voilà, on savait que c'était la fin. On a même pu distinguer les visages de nos assaillants. Ils étaient si près. Et puis, ils tiraient, n'est-ce pas, en marchant. C'était un grondement, ils criaient, n'est-ce pas, etc. Donc, c'était une scène vraiment, comment vous dire, de la fin du monde. Tous les blessés étaient achevés. On avait plus qu'une trentaine. Et quand les Allemands se sont approchés, nos soldats ont commencé
a tiré, et puis la situation s'est renversée. Nos soldats ont fait exactement les mêmes besoins, c'est dur à les dire maintenant, mais ils ont achevé les autres. Donc c'était œil pour œil. Et j'ai pu encore entrer dans un camp à Oranienburg. Et Oranienburg, je ne sais pas comment il est classé parmi les autres camps d'extermination. Ce que nous avons vu, ça me hante jusqu'aujourd'hui, des squelettes, des gens, et on nous a dit qu'il ne faut pas les nourrir parce qu'il y a un danger, n'est-ce pas? Alors il fallait les laisser aux soins médicaux. Mais on a eu déjà le pressentiment, qu'est-ce que c'était les milieux carcérales nazis. Nous avons participé à la dernière attaque de Berlin et la prise de Berlin, qui était terrible. Parce que, bon, déjà, se battre dans une ville, c'est très difficile. C'est tout à fait d'autres règles que l'attaque, comment dirais-je, en terrain ouvert. Mais alors Berlin, le métro et tout ça, on ne savait jamais qui encercle qui va emprisonner qui. Au moment de la capitulation, j'étais à la Brandenburger Tor. Alors, ça c'était comme du baume sur mon cœur. N'est-ce pas que j'ai eu la chance d'arriver, n'est-ce pas, à la fin de la guerre. Les plus bons moments de ma vie, si on peut choisir un seul, c'était le fait de connaître ma femme. Excusez-moi pour vous dire, c'est très personnel, mais j'ai eu une chance inouïe. Sa femme lui donna une fille, Renata, mais les plaies de la guerre n'étaient pas encore refermées pour Falkowski. Sa blessure au front le faisait souffrir. Les médecins estimaient devoir lui couper la jambe. C'est donc en Suisse, à Berne, à l'hôpital de Lille, qu'il parvint à faire soigner sa jambe. Il évita ainsi l'amputation. C'était son premier contact avec la Suisse. À la fin, on m'a dit, écoutez, la seule chose, c'est d'amputer la jambe droite. Je me suis adressé à l'hôpital de Lille, à Berne, et j'ai eu la réponse que je peux venir. Je peux vous dire que je suis reparti en bonne forme, sans béquilles, j'ai marché, j'étais heureux. Après son séjour en Suisse, Mieczysław Falkowski fera des études de sciences économiques et sociales en Pologne, qu'il complétera plus tard par un doctorat à l'Institut universitaire d'études internationales de Genève. En Pologne, Mieczysław Falkowski fera carrière dans l'édition de livres scientifiques. Je n'ai jamais fait les bilans, mais je pense que j'ai publié des centaines de livres. Il paraît que j'étais un éditeur assez courageux, dans ce sens que à chaque occasion, et surtout après 1955-56, quand il y avait une ouverture, un vent de libéralisation en Pologne, je me suis mis au service des milieux universitaires et nous avons fait une petite révolution dans l'édition. Après la guerre, la Pologne n'est pas encore soviétisée et les dirigeants prônent la démocratie, le pluralisme des partis et la coexistence de l'économie publique et de l'économie privée. C'est à ces idées que j'ai adhéré à ce moment-là. Mais
Quand on a abandonné ces idées par la suite et on a commencé à soviétiser, moi, j'étais poussé à prendre une attitude d'opposition. En 1968, Gomulka, chef de l'État, entama une campagne répressive. Principaux visés, les étudiants et les intellectuels. La purge frappa de plein fouet la maison d'édition dans laquelle travaillait Falkovski. Il fut limogé. Ce sera pour lui une épreuve aussi dure que celle du goulag. Le plus pénible dans ma vie, ce n'était pas les réalités du goulag. C'était le régime stalinien qui a sévi en Pologne jusqu'à la mort de Staline, de peut-être 1954. Quand vous êtes arrêté, vous êtes innocent, etc., vous avez cet espoir qu'un jour, n'est-ce pas, vous réveillerez. Et là, c'était un peu sans issue. Finalement, en 1969, Falkovski, sa femme et sa fille Renata décidèrent de s'établir en Suisse. Et en 1971, je commençais à travailler à l'université et je travaillais jusqu'à la fin de ma carrière, donc jusqu'à ma retraite en tant que collaborateur scientifique du rectorat. Le passé ne meurt jamais. Renata Sokolovski, fille de Falkovski, en témoigne. Le plus mauvais souvenir, je pense que c'est celui où il arrive au goulag et quelques jours plus tard, on lui vole toutes ses affaires personnelles, y compris les photos de ses proches. Et malgré sa demande et ses supplications, il ne les reverra jamais. Et en fait, j'ai jamais pu connaître mes grands-parents paternels puisqu'ils sont morts pendant la guerre. Dans un premier temps, l'ancien déporté avait hésité de se rendre à Ourta dans la République des Komis, en Russie. Mais il a finalement accepté, par devoir de mémoire, mais aussi du fait de son intérêt d'économiste pour une société qui a opté résolument pour le capitalisme et son cortège de privatisation. Le voici de retour, 60 ans plus tard. Je ne reconnais rien. Je suis étonné, surpris d'être à Ourta. Je ne peux même pas croire que c'est Ourta, mais ça me fait plaisir de voir à combien tout cela a changé. Mais je ne reconnais rien. Aujourd'hui, la ville d'Ourta, née au milieu des années 30, est une cité relativement prospère. Ses seules ressources proviennent de l'extraction du pétrole et du gaz. Au centre de la ville, sur la perspective Lénine, se trouve le siège de Gazprom, la compagnie qui est aujourd'hui propriétaire de la richesse de la région. La Fondation Mémorial se charge de faire connaître aujourd'hui l'ampleur de la tragédie du goulag. Elle apporte également son aide aux anciens prisonniers. Nous rencontrons Genia Zelenskaya, responsable de l'association Mémorial d'Ourta. Première question que nous lui posons. Combien de détenus sont passés par les camps de la République des Komis? Неизвестно сколько. Этот вопрос уже задается. Вот сейчас мы знаем, вот в архиве более 1 миллиона карточек. Но это все равно не все карточки. Часть их потеряна. Поэтому количество точное сказать, сколько у нас было, нельзя. Nous ne retrouverons pas le dossier de Falkovski. Par contre, celui de 2 de ses compagnons. Значит, в 1938 году Ухт-Печ-Лаг был разделен на 4 лагеря.
Первый лагерь был в районе города Ухта. Это Ухт-Ижемлак. Другой лагерь был в районе Воркуты. Третий был Усть-Вымлак. И строительство железной дороги. Четвертый лагерь. Cette route était une des plus meurtrières. De deux côtés de cette route, on peut encore trouver des traces de tous ces prisonniers qui ont laissé leur vie. Alors, nous nous trouvons maintenant à côté des lacs de Paraskina. Здесь когда-то была зона, изолятор. Изолятор. Изолятор, Это да. была так называемая штрафная зона. Не знаю, вот говорят изолятор. Donc déjà, les goulags en lui-même, c'était l'enfer en état pur, mais il y avait encore d'autres degrés. Et un de ces degrés, c'était l'isolateur. On isolait les gens qui étaient trop, comment dire, révoltés, et qu'il fallait un peu pacifier. Et après, il y avait encore le dernier degré, c'était la zone d'isolation. Et la zone d'isolation, alors, on ne ressortait plus. Là, c'était la famine complète. Quand commençait la guerre en 1941, quand les Allemands, les nazis ont attaqué les Soviétiques, là, à ce moment-là, dans les zones, on a exécuté de nombreuses personnes qui étaient considérées comme vraiment des ennemis politiques. Et ça, je le sais, n'est-ce pas, que dans notre camp, donc la zone numéro 4, on a isolé des gens qui étaient les premières visées et après, on a appris qu'ils étaient exécutés. Вот это строение был морг. Elle est très émue, mais elle nous dit que probablement ce qu'on dit, que là, on mettait tous les gens, tous les prisonniers morts dans cette trou. Les victimes étaient très très nombreuses dans les conditions climatiques et puis le travail qui était tellement dur. Donc les gens mouraient comme des mouches. On mettait les gens morts sous la neige, tout simplement. Mais quand arrivait le printemps, n'est-ce pas, on les ensevelissait d'une manière, n'est-ce pas, naturelle, normale. Donc, parce qu'il faut dire que à la température moins 40 et plus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne pouvait même pas creuser un trou. J'en sais quelque chose d'ailleurs, parce que c'était un de mes travaux absolument complètement incroyable. On voit des traces de la construction. Chaque année, ça disparaît, mais il y a encore des petites morceaux de bois. Les trous que nous voyons ici probablement servaient pour la conservation du chou, qui était une matière très connue, n'est-ce pas, pour la nourriture des prisonniers. Il y a des restes d'un paroi métallique. La fin est la différente étape. Il y a la première étape où continuellement tu penses à avoir à manger, mais tu ne l'as pas, donc tu souffres énormément.
après vient une autre étape. Tu n'as plus, cette souffrance disparaît quelque part, tu faiblis, mais tu es conscient pourquoi tu faiblis. Et tu te demandes, est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Tu en doutes, et voilà. Alors, après, il y a ou bien des miracles, tu en trouves tes forces, ou il y a la faim. Et j'ai pu observer pas mal de mes confrères, n'est-ce pas, qui étaient victimes de la famine et petit à petit perdaient les forces. Et enfin, à la fin, ils mouraient. Le seul côté positif que je tire de mon séjour ici, c'était que mon système nerveux est devenu tellement résistant que de toute ma vie, je n'ai jamais connu la dépression. Autour de moi, les gens qui connaissent de tout petits revers dans la vie dépriment. Les plus mauvais souvenirs étaient quand je travaillais avec un garçon qui était plus jeune que moi, d'une année ou de deux, mais qui était beaucoup moins fort que moi. Et nous avons porté les traverses pour les chemins de fer. C'était un travail très dur, surtout qu'il fallait le faire avec un rythme infernal. Et il est tombé. Et quand il est tombé, moi j'ai reçu l'impact sur mon épaule, mais alors je ne pouvais plus bouger. Et eh bien, il s'est levé difficilement, on a repris la traverse, on a continué. Mais un de nos strelki, ça veut dire gardien, est venu vers lui et lui a donné un coup, n'est-ce pas, sur une gifle, ou je ne me souviens plus, n'est-ce pas, il est de nouveau retombé. Et j'étais tellement effaré que j'ai pris une pierre et j'ai lancé dans sa direction. Je ne l'ai pas atteint, mais cela a suffi que j'ai pu montrer ma révolte. Et à l'entrée au camp, il a montré d'un doigt, voilà, c'est celui-là qui se révolte, et on m'a mis dans un cachot. Ce qui est important, que je peux découvrir à la fin de ma vie, maintenant, le fait qu'existe un mémorial des gens, des valeurs, qui s'occupent et essayent de protéger tout ce qui reste de cette terrible période. Dans les faubourgs d'Ourta, Genia Zelenskaya nous fait visiter les vestiges d'un hôpital d'un camp. А вот она, вон черненькая. Черненькая. Табличка. Я ее вижу. Видите, да? Я подойду немного. Вы мне рассказываете, что это такое? Это то, что осталось от Ветлосяновской больницы. Здесь была большая больница, где находились заключенные. Штрафной изолятор в Ухт-Ижем-лагере при больнице. Да, и это установили наши мемориальцы, вот эту вот табличку. Quand je regarde cette maison, revient tous mes souvenirs. Видите, эти два, я обрезал это, когда работал на доски, мы тогда строгали. И это была зима, я не чувствовал. И она мне, эта машина, хапнула рукавицу. И вместе, и потом они мне хотели обрезать. Но один из заключенных врачей, хирург, он сказал этому официальному врачу: нет, я занимаюсь.
А самое важное, что во время, когда я не работал, потому что я был больной, я получал 100% пайка. Это хорошо. Это был 1 килограмм хлеба и 2 раза в день горячего. Это мне уцелело. Le marché d'Ourta contient des aliments très alléchants pour les habitants de cette ville, qui ne produisent aucune denrée alimentaire, si ce n'est quelques petites pommes, des pommes de terre, ou encore ce qu'offre la taïga. Cependant, la foule ne s'y précipite pas. Mondialisation oblige, les fruits, très appréciés, coûtent aussi cher qu'en Europe occidentale. Красиво. Надо утром было прийти, было очень красиво. Вы вечером. Откуда это приходит? С Аргентины. Аргентина. 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 Знаете ли вы людей, которые были заключенными? Да, у меня папа был заключен, Папа. мама. И я тут родилась. И вы здесь родились? Да. Вы живые, они живые еще? Нет, умерли уже. Умерли. А я живой. Да хорошо. Самое главное здоровья вам, чтобы дольше жили. Спасибо. За Берлин имеешь? Нет. А я имею. Dans un quartier à proximité de la mine, Falkowski rencontre un vieux mineur. Il y a 60 ans, ils se sont peut-être croisés. Ça, c'est sa femme, avec les 2 filles. Работал заключенными поляками. Ага. Вот так. Много их было? Их много было. Потом война началась, всех отпустили домой. Отпустили домой. Домой. Вы немножечко сказали о ваших родителях, где они родились, где были и так далее. Родились Коми СССР. Коми. За Сыктывкаром родились. Ага. Мать там похоронена. А отец похоронен в Кожве, лагере умер. В лагере умер? Да. Посадили ни за что. Сталин посадил. Il a travaillé disons, au fond de la mine, et c'est pour ça qu'à l'âge de 50 ans, il a eu sa pension, et il était bien payé. Конечно, хорошо. 120 рублей пенсию назначили. При советской власти 15 лет жил, вот я так жил. На все хватало. А сейчас 3000 с лишним получаю, кое-как живу. Все очень дорого. Есть ли у вас внуки? 6 внуков. 6 petits-enfants. И как ты думаешь, будущее для них, для Ухты, как ты видишь? Как ты вижу? Внуки Ущинска, которые живут, они не внуки уже. Оба внуков сидели в тюрьме. Шпана. Почему? Старший внук сидел 8 лет в тюрьме. Младший внук сидел 2,5 года. Потом освободился. И сейчас не знаю, как они живут. Приезжал один внук мне. Потом уезжать стал. Сервант это плохо закрыто. А как раз я пенсию получил. Потом открою, и пенсии нету. Украл. Внук. Украл, без спроса взял. Когда начинается, а когда кончается зима? Зиму? Зима, да. Когда она начинается? В каком месяце? В октябре начинается, а мая кончается. Ага. Вот так. Вот так. И день такой маленький. Маленький, ночи длинные. Старение это не
Старение это не радость. Не радость. Не радость, да. Этого мы знаем, Ой. да. Ой, без жены скучно. И жалею я скучаю. 55 лет жил с женой. Друг другу грубое слово не говорили. Так дружно жили. И друг инфаркт. Правда говоря, мне надоело жить. Il n'est pas encore 4 heures de l'après-midi à Urta. La nuit est tombée il y a 1 heure. Aujourd'hui, le thermomètre n'a pas dépassé les moins 20 degrés. Cette nuit, il descendra encore de 10 degrés. Les habitants rêvent d'exotisme. На горочку пойдем, да? Пойдем на горочку? Après la guerre, Kirill Davydenko menait une existence paisible avec Nina, quand soudain leur avenir a été brisé par le KGB. Un destin que plusieurs millions de soviétiques ont partagé avec lui. Arrêté puis emprisonné, il a été déporté dans un lointain goulag. Après son arrestation, les autorités soviétiques ont annoncé à sa fiancée que Kirill était mort. Et elle a refait sa vie. Ce n'est que plus d'un demi-siècle après son arrestation que Nina, stupéfaite, a appris qu'il était encore en vie. Et comme elle n'avait cessé de penser à lui, elle est venue le rejoindre à Urta, où ils vivent à nouveau ensemble. Ну, я родом 1923 года. Родился в Харбине, в Китае. Сейчас она Китайская Народная Республика. В каком моменте вы были арестованы? В 48-м меня арестовали. Ну и, значит, что меня? Ты, говорит, в армии служил? Я говорю, служил. Ну, значит, ты шпион. Я говорю, какой я шпион? Работал всю свою жизнь, говорю, по автоделу и сейчас шофером работал. Признавайся, говорит, и все. Линейка бил. На ребро линейкой вот так вот. Не плашмя линейкой, а на ребро. Вот так линейкой били. Ну и зачитывают мне 25 лет исправителя трудовых работ с конфискацией имущества без поражения в правах. Понятно? А какая Сколько вам дали? 20? 25 лет. Cas spécial, 25 ans. Нас всех собрали и отправили под Караганду, поселок Спасский там такой был. А Караганда это тоже Казахстан? Тоже Казахстан, да. Поселок Спасский там. И там был такой, его называли смертный лагерь. Там смертный лагерь. Да, и всех вот этих дистрофиков туда свозили. Ой. И там они мало кто выживал. Я получил дистрофию. Да? Дистрофию я получил. Что это такое? Полное истощение организма. Я тоже. 35 килограммов. Ну вот да. И я такой же был, дистрофик. Сколько вы получаете рент? Я получаю 2600 рублей пенсии. Она получает 800 рублей. Когда суммируем ее пенсию и мою пенсию, получается меньше прожиточного минимума. Можете ли вы фрукты покупить себе, какие-то кушать, мясо и так далее? Не, мы по деньгам рассчитываем. Картошка, борщ варим постные. Редко, когда мясо возьмешь там полкилограмма. На праздник, да. А так нет. Нет. Сазанчик. 18 рублей. Да вон, Мухтун, 180 рублей. Семга. Печорская, кстати. Одну рыбку возьми, моей пенсии не хватит.
Les Davydenko font partie de ces 40 millions de Russes qui vivent dans la pauvreté. Le couple Davydenko a été violemment agressé par 2 individus qui les ont sauvagement battus. Une année après, Nina souffre encore des séquelles de cette agression. À la fin du Troisième Reich, les responsables hitlériens ont été condamnés à Nuremberg. À la mort de Staline, le système du goulag a été démantelé. Seuls quelques responsables furent arrêtés, dont Beria, le chef du KGB, fusillé. La chute du mur de Berlin allait sonner le glas des dictatures de l'Est de l'Europe. Dans un parc moscovite, dans l'indifférence générale, des statues déboulonnées de Staline sont recouvertes de neige. La justice russe n'a pas traduit devant ses tribunaux les nombreux responsables du système concentrationnaire stalinien. Qu'en pense Mieczysław Falkowski? Ce régime m'a marqué jusqu'à la fin de ma vie. Et cette injustice, je l'ai sentie depuis les jours de mon arrestation. Est-ce qu'il faut maintenant juger tous ces gens? J'en sais rien. Je laisse aux générations futures qui auront une plus grande distance de tout ce qui s'est passé. L'histoire, n'est-ce pas, a puni les systèmes d'une manière cinglante, on peut dire. Un pays aussi fort, aussi grand, aussi surarmé a disparu. Ce qui m'a permis de dépasser, c'était mon sens de justice, qui était très fort en moi dans différentes occasions, dans les situations les plus aberrantes et les plus difficiles. J'ai eu le courage de dire non